J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Il y a un branle-bas de combat général à Alger. Un branle-bas de combat général à Alger dans le sens où euh, la résolution américaine ou le projet américain d'une nouvelle résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur le conflit du Sahara occidental a totalement pris au dépourvu les dirigeants algériens. Les dirigeants algériens ne savent plus comment gérer la crise du Sahara occidental. Et aujourd'hui, ils veulent nous faire croire que qu'il y a des forces occultes, qu'il y a une coalition de puissances mondiales et régionales qui ont fait alliance, ou cette coalition qui s'est mise en branle, qui s'est mise en œuvre et pour nous humilier l'Algérie, pour menacer l'Algérie, ou pour rabaisser l'Algérie, comme si la question du Sahara occidental est une question algérienne. Alors que nous n'avons jamais cessé de le dire depuis ces 4-5 dernières années, le régime Tebboune a instauré une politique de marocophobie, une politique très agressive, très brutale, très violente, que la question du Sahara occidental n'est pas une question algérienne. Je le dis, je le répète, la question du Sahara occidental n'a jamais été, elle ne devrait pas être une question algérienne. Je pense qu'une mise au point s'impose. D'abord, il faut appeler au calme. Et il faut expliquer à la population algérienne de ne surtout pas céder à la tentation de la désinformation, de la manipulation et de ne pas tomber dans le piège de l'instrumentalisation que les médias propagandistes algériens liés au régime algérien vont tout faire pour cultiver au sein ou inculquer dans l'esprit de nos concitoyens que c'est leur pays qui est attaqué, que c'est leur pays qui sera menacé, que leur pays qui sera défait, que c'est leur pays qui sera rabaissé, ou que c'est leur pays qui sera humilié, ou que c'est leur pays qui sera dans le collimateur ou dans le viseur de certaines puissances étrangères si le Sahara occidental ne devient pas indépendant. Ça fait plus de 50 ans que ce conflit dure. Le Sahara occidental n'a pas été indépendant depuis plus de 50 ans, depuis les indépendances du pays. On n'a jamais souffert de la non-indépendance du Sahara occidental. Ça n'a pas empêché les Algériens et les Algériens de dormir, ça ne nous a pas empêché de se réveiller, ça ne nous a pas empêché de lutter contre le terrorisme, ça ne nous a pas empêché de surmonter le terrorisme islamiste, ça ne nous a pas empêché de gagner la guerre de la décennie noire, ça ne nous a pas empêché de construire notre pays, ça ne nous a pas empêché de faire des bébés, de faire des enfants, ça ne nous a pas empêché de devenir bientôt, ça ne nous empêchera pas de devenir bientôt 50 millions d'habitants, ça n'a pas empêché l'exploitation de nos hydrocarbures. Le Sahara occidental n'a absolument rien empêché, ni rien menacé, ni causé pas le moindre dégât, ni le moindre tort à l'Algérie. Le Sahara occidental est une question secondaire. C'est une question diplomatique secondaire. Et ce n'est pas une cause algérienne. C'est une cause du droit international. La défaite vers laquelle on s'achemine, effectivement, il y a une défaite vers laquelle on s'achemine le 30 et 31 octobre prochain. Puisque le régime algérien a construit toute sa doctrine actuelle, l'actuel régime. Je vais expliquer pourquoi c'est pas notre défaite, c'est la défaite du régime actuel, c'est la défaite de Tebboune. Ce n'est pas la défaite de l'Algérie. Ce qui va se passer le 30 octobre, le 31 octobre. Si tous les indicateurs réunis par nos soins, comme tout ce que peuvent le confirmer les indicateurs que nous avons en ce moment entre nos mains, le scénario qui est en train de s'écrire d'ici le 30 et le 31, on se dirige vers l'élimination de l'option de l'indépendance du territoire du Sahara occidental. On va enterrer définitivement cette option de l'indépendance et on va la remplacer par les négociations pour quelle forme d'autonomie on doit accorder au Sahara occidental dans le cadre de la souveraineté marocaine. On se dirige vers ce scénario et c'était inévitable. Il n'y a que Tebboune et ses collaborateurs et les dirigeants du régime Tebboune qui n'ont pas vu la menace venir ou qui n'ont pas vu ce scénario venir petit à petit. Parce qu'ils sont bêtes, parce qu'ils sont méchants surtout, parce qu'ils ne sont pas visionnaires, parce qu'ils ne sont pas compétents, parce qu'ils ne sont pas parce qu'ils ont refusé d'écouter les experts, les personnes, les sages, les personnes dotées d'un bon sens et d'un sens de l'analyse approfondie. La défaite du 30 et du 31 octobre, quand elle va survenir, elle ne sera pas la défaite de l'Algérie, je le répète. C'est la défaite du régime Tebboune. C'est la défaite de Abdelmajid Tebboune. C'est la défaite des collaborateurs et des acolytes et des conseillers de Abdelmajid Tebboune. C'est la défaite du système Tebboune et Chengrihia. Ce n'est pas la défaite de l'Algérie. Le Sahara occidental, l'Algérie le gère depuis 4 décennies. On n'a jamais connu de défaite. On n'a jamais connu de revers. Et on a toujours su bien le gérer. Tous les anciens présidents, tous les systèmes précédents
Non, on peut gérer la question du Sahara occidental tout en maintenant des relations diplomatiques avec le Maroc, tout en gérant les tensions diplomatiques et politiques avec le Maroc. Nous n'avons jamais été exposés à une telle configuration où nous n'avons jamais encaissé la moindre défaite géopolitique ou géostratégique comme ce qu'on risque de subir avec le régime Tebboune. Et à cause du régime Tebboune, le 30 octobre prochain. Pourquoi? Parce que les anciens présidents, ils étaient plus sages, ils n'étaient pas dans la radicalité. Ils ont géré la question du Sahara occidental dans le cadre du droit international, dans le cadre des Nations Unies, et dans le cadre d'un principe que l'Algérie défend, c'est celui de l'autodétermination des peuples opprimés. Tous les régimes précédents n'ont pas arrêté les liaisons aériennes avec le Maroc, n'ont pas diabolisé le Maroc jour et nuit, n'ont pas fermé l'espace aérien, n'ont pas rompu les relations diplomatiques, n'ont pas imposé les visas. Quand le visa a été imposé par le Maroc, l'Algérie a riposté. Quand le Maroc a supprimé les visas, l'Algérie a appliqué la réciprocité. L'Algérie a toujours bien géré l'équation marocaine. Elle a toujours joué le bon rôle, affirmant que c'est pas l'Algérie qui a envahi le Sahara occidental, c'est pas l'Algérie qui a déclenché ce conflit, c'est pas l'Algérie qui a occupé ce territoire, c'est pas l'Algérie qui a réprimé, c'est pas l'Algérie qui a persécuté. L'Algérie ne fait que accueillir des réfugiés et soutenir un mouvement de résistance, dans le cadre de son droit le plus légitime, qui est l'autodétermination des peuples opprimés, le droit international. Mais nous n'avons pas lancé une guerre contre le Maroc, nous n'avons pas menacé le Maroc d'une guerre. Il y a eu quelques accrochages à Amgala, à l'époque de Bouteflika pendant 20 ans, il n'y a jamais eu d'accrochage à la frontière, il y a eu des tensions. La majorité des tensions, ou dans tous les cas de figure, à chaque fois qu'il y a eu des pics de tension entre l'Algérie et le Maroc à l'époque du régime de Bouteflika, c'était à cause du Maroc, non pas à cause de Bouteflika. C'était les Marocains qui rappelaient leur ambassadeur, c'était les Marocains qui insultaient, c'était les Marocains qui provoquaient, et Bouteflika, le régime Bouteflika gérait ça avec beaucoup de calme, dans un esprit d'apaisement, et avec un esprit de pragmatisme et une élégance remarquable. Nous avons toujours géré le problème du Maroc du Sahara occidental de façon séparée, et la question du Sahara occidental ne suscitait pas autant de tensions, ne suscitait pas autant d'animosité, de nervosité, de violence et de brutalité. Depuis l'instauration du régime Tebboune, nous avons basculé dans une nouvelle dimension. Abdelmajid Tebboune et Saïd Chengleha, ils ont abandonné la politique traditionnelle de l'Algérie, ils ont abandonné la posture qui a fait la grandeur de l'Algérie, à savoir nous sommes un pays neutre, un pays respectueux uniquement du droit international, un pays qui soutient uniquement les peuples opprimés et tous les peuples opprimés du monde, et pas uniquement les Sahraouis, un pays qui ne veut pas faire la guerre au Maroc, un pays qui voudrait régler ses problèmes avec le Maroc, un pays qui ne fait que se défendre mais qui n'attaquera jamais, un pays qui ne va jamais diaboliser les Marocains et les Marocains, qui ne va jamais les exclure, un pays qui essaie de maintenir, malgré, en dépit de tout, contre vent et marée, des relations de bon voisinage avec le Maroc. Abdelmajid Tebboune, il a rompu avec cette doctrine. Il a créé avec Chengleha une autre doctrine. La doctrine du rapport de force. La doctrine du forcing. La doctrine du chantage. La doctrine de la rupture de relations diplomatiques. La doctrine de la menace. La doctrine de l'agressivité. La doctrine de la course à l'armement. La doctrine de la diabolisation, de l'injure. Chaque jour, le Maroc est ceci, les Marocains sont ceci, les Marocains sont cela, le Makhzen. On a instrumental, on a créé une télévision 2021 chargée uniquement d'insulter, de diffamer le Maroc. À Al24 News. Elle n'a aucune utilité, à l'exception d'insulter jour et nuit le Maroc. Et de diffuser jour et nuit des fake news et de la désinformation sur le Maroc et sur ses institutions et sur sa monarchie. On est entré dans une phase de marocophobie que le régime Tebboune a tenté de justifier par la normalisation des relations avec Israël. Comme la normalisation des relations avec Israël a bousculé les dirigeants algériens, le régime Tebboune, et elle est survenue au moment où Tebboune était hospitalisé en Allemagne, impuissant, et même pas sûr il était même pas sûr de pouvoir s'en sortir et retrouver son poste de président de la République à Alger. Donc, ils ont développé une sorte de Maroc, ils ont pensé, le régime actuel, les dirigeants du régime actuel, ils ont pensé qu'en cultivant la haine, la méfiance, dans la menace, dans le bras de fer, dans la tension permanente, la stratégie de la tension permanente, la stratégie de la menace permanente, la stratégie de la rupture. Non seulement on a rompu les relations avec le Maroc, mais on l'a détesté. La stratégie de la radicalité extrême de régime Tebboune, c'est elle qui nous a conduit à l'échec
que nous allons subir le 30 octobre prochain. Quelles étaient les erreurs de Tebboune? Quand je dis Tebboune, je dis Shengriha. Parce que la gestion du Maroc, la gestion du dossier du Maroc et du Sahara occidental, c'est une gestion c'est le duo, c'est Shengriha et Tebboune qui décide. Tebboune ne décide pas tout seul, Shengriha ne décide pas tout seul. C'est un duo qui a imposé sa doctrine, sa vision du monde, ses émotions et ses impressions au détriment du bon sens, de l'analyse et de l'esprit critique ou de l'intelligence tactique, de l'intelligence stratégique. Quelles étaient les 3 grossières erreurs de Tebboune qui démontrent que le régime Tebboune il est inadapté à son époque et qui ne peut pas protéger l'Algérie et qu'il est en train de perdre et d'encaisser une défaite majeure qui remettra en cause sa légitimité et son efficacité en tant que système capable de protéger le pays. Pourquoi? Parce que Tebboune a fait 3 erreurs. Première erreur, c'est que Tebboune et Shengriha n'ont pas compris le sens du mouvement des normalisations des relations diplomatiques et politiques entre les pays arabes et Israël. Tebboune et Shengriha, ils ont pensé comme des gens des années 70, pas comme des dirigeants d'un pays dans les années 2020, dans les années 2000. Le peuple, lui, a une population, un vendeur de légumes, un vendeur de pop-corn ou un vendeur de pommes de terre, lui, il peut bien sûr développer un discours anti-israélien, anti-sioniste, et reprendre les mêmes concepts des années 70. Mais un dirigeant politique ne peut pas réfléchir. Il ne doit pas réfléchir, que ce soit un dirigeant politique de premier rang ou un dirigeant militaire de premier rang. Ils ne peuvent pas réfléchir comme des commerçants ou des marchands de légumes. Ils doivent avoir une certaine pensée stratégique, élever le niveau, dépasser les contingences temporelles et avoir une vision à moyen et à long terme et justement puiser leurs idées là où le commun des mortels, au niveau de certaines sources, où le commun des mortels ne pourrait jamais avoir un accès. Le mouvement des normalisations dans les accords d'Abraham n'avait rien, ne s'expliquait pas par la question palestinienne. Les pays arabes qui ont normalisé leurs relations avec Israël, ce sont des pays qui voulaient d'abord se protéger contre l'influence chiite iranienne, qui ont eu peur de l'expansion de l'Iran en tant que puissance économique et militaire dans la région, et d'une puissance quasi nucléaire, et qui ont eu peur pour leurs frontières, et qui ont eu peur pour leur sécurité nationale. Donc ils se sont dit, on préfère les Israéliens et les Américains, plutôt que de devenir des colonies iraniennes, comme le Bahreïn a failli le devenir avant 2020, au cours des printemps arabes, comme le Qatar, comme le Yémen est en train de le devenir, comme l'Irak, les pratiquement devenus dans la moitié des régions de l'Irak sont dominées par des groupuscules ou des groupes politiques affiliés ou soumis à l'Iran. Ces pays arabes qui ont eu peur pour leur sécurité nationale et pour leur souveraineté ont normalisé les relations avec Israël. Et Tebboune et Shengriha n'ont pas compris ce sens, n'ont pas compris sa substance géostratégique. Ils ont développé un discours qui diabolisait la normalisation et qui faisait passer ces pays-là pour des traîtres, pour des salopards, pour des moins que rien, pour des vendeurs de la question palestinienne. Et Tebboune et Shengriha, pour se distinguer de ces pays, justement, ils ont instrumentalisé la question palestinienne, pensant que leur opinion publique va tomber dans le piège. Et parce que les Tebboune et Shengriha vont soutenir la Palestine coûte que coûte, ça va atténuer les effets du Hirak, ça va diviser l'opposition algérienne, et ça va donner un bouclier qui protégera la légitimité du pouvoir. Sauf que c'était une erreur stratégique. Parce que la dispute qu'on a eue avec les Émirats Arabes Unis, et la dispute qu'on a eue avec certaines monarchies du Golfe, les rapports très forts avec l'Arabie Saoudite, qui elle aussi a toujours négocié indirectement, et son plan de normalisation avec Israël. Ça nous a isolés du monde arabe. Ça nous a isolés du monde dans le monde musulman. Sachant que par la majorité des grands pays arabes et musulmans ont des relations directes ou indirectes avec Israël, comme l'Égypte, comme l'Arabie Saoudite, ou la Jordanie, comme même le Qatar qui est anti-israélien, il a gardé un rapport indirect avec Israël à travers les États-Unis d'Amérique. Nous, on s'est isolés. On a pensé que ce front du refus allait nous permettre d'être un pays phare de la région, un pays qui est exceptionnel, un pays qui va attirer la sympathie, qui aura le soutien indéfectible de sa population. Ça a marché, ça a semblé. Tebboune et Shengriha ont pensé que ça allait marcher depuis le début de l'agression israélienne, depuis l'événement d'octobre 2023.
On a pensé que ça allait nous protéger, qu'en surfant sur la vague de la question palestinienne, l'Algérie préservera son statut de pays exceptionnel, aimé, protégé, souverainiste et jaloux pour sa sécurité nationale. Ça n'a pas été le cas. Ça a été catastrophique. Cette diabolisation des pays qui ont normalisé leurs relations avec Israël a été catastrophique parce que nous avons poussé les Émirats dans les bras du Maroc. Nous avons renforcé, à cause de notre radicalité à l'égard des Émirats, le rapprochement entre Abu Dhabi et Rabat. Nous avons, les autres pays, l'Égypte, etc., n'ont pas du tout aimé le côté moralisateur de Tebboune, du régime algérien. Ils se sont éloignés de nous, ils se sont rapprochés du Maroc et des Émirats. Et les Russes et les Chinois, eux aussi n'ont pas aimé le côté extrémiste, le côté radical, le côté violent, nous ont refusé d'entrer dans le club des BRICS et ils ont préféré les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite et l'Égypte, qui sont des pays beaucoup plus modérés, beaucoup plus pragmatiques et beaucoup moins moralisateurs. Ça a été une erreur stratégique, la diabolisation et la dispute avec les pays qui ont signé les accords d'Abraham. On peut détester Israël, mais on n'a pas à détester tous les pays qui signent des accords ou qui sont amis avec Israël. D'ailleurs, il y a eu une série de contradictions, puisqu'Abdelmajid Tebboune diabolise les Émirats et nargue les Saoudiens, etc., parce qu'ils sont dans un processus de rapprochement avec Israël, mais n'hésite pas à accueillir des pays qui sont des alliés d'Israël, sur le plan militaire et sur le plan économique, comme le président du Rwanda, comme le président de l'Azerbaïdjan, ou comme le président du Soudan, qui a fait partie des premiers pays qui ont signé l'accord de normalisation avec Israël. Donc, les contradictions de Tebboune et de Shengriha, du système Tebboune, ont creusé l'attente ont fait de nous un pays isolé. Un pays isolé, ça veut dire un pays qui n'est pas fréquentable. Ça veut dire qu'un pays qui n'est pas, avec lequel les pays voisins ou les puissances régionales ou mondiales n'ont pas envie d'être des amis. N'a pas envie d'être ami avec ce pays-là. Grosso modo, c'est pas un pays qui inspire l'amitié et la confiance. Deuxième erreur. On a utilisé la question du Sahel occidental pour affaiblir le Maroc. On a pensé qu'on était encore dans les années 70. Qu'on pouvait utiliser la question du Sahel occidental pour emmerder le Maroc, pour l'affaiblir, pour le terrasser et pour l'obliger, pour l'occuper et pour le punir et pour se venger contre lui, puisqu'il a ramené les Israéliens à nos frontières. Sauf que Tebboune et Shengriha n'ont pas compris une chose, que nous ne sommes pas dans les années 70. On n'est pas dans le monde des décolonisations. On est dans un monde, au contraire, qui est tout le contraire, dans le monde de la faim, dans le monde de l'angoisse, dans le monde de la terreur et de la frayeur à cause de l'émergence des mouvements séparatistes. Ce qui s'est passé au nord du Mali, ce qui s'est passé en Syrie et en Libye, en Irak, où des groupes armés terroristes ou des groupes armés dangereux ont créé des émirats, ont créé des entités quasiment étatiques, avec pratiquement en contrôlant des régions entières et en isolant ces régions entières, en coupant des territoires entiers pour essayer de faire de la conquête territoriale. Le monde des années 2000, le monde depuis 2015, depuis la menace de Daesh et depuis le scénario du nord du Mali, c'est le monde, notamment sur le continent africain, c'est l'ordre géopolitique actuel, il est hostile, il a peur, il est hostile au mouvement séparatiste parce qu'il a peur du séparatisme. Il y a déjà trop de pays indépendants sur le continent africain. Il y a déjà trop d'États. Nous avons trop d'États en Afrique. Les États qui existent depuis les années 60 et les années 50 ont du mal à garantir leur sécurité, leur stabilité et leur paix. Et l'Algérie, elle va à contre-courant de ce mouvement. Elle soutient un mouvement séparatiste qui, c'est vrai, il s'appuie sur le droit international, mais ça reste un mouvement séparatiste qui veut créer un autre État. Un État qui sera peuplé uniquement de 300 000 habitants. Nous avons tous vu le continent africain, il est traumatisé par l'expérience du Soudan du Sud. Le Soudan du Sud, il est extrêmement... depuis 2011, ce pays qui a été créé en 2011, qui a été créé dans le cadre du droit international, dans le cadre d'un processus d'autodétermination, a mené vers la catastrophe. Guerre civile, famine, insécurité, terrorisme. Donc le continent africain, plus justement, et plus précisément, et l'actuel ordre mondial sous lequel nous vivons, n'est pas du tout favorable à la création de d'autres États. Il n'est pas du tout favorable aux mouvements séparatistes. Parce que ces mouvements séparatistes sont considérés comme Daesh,
comme ce qui s'est passé en Syrie, comme ce qui s'est passé en Irak, comme ces révoltes et ces révolutions n'engendrent que l'instabilité et le terrorisme. L'ordre mondial actuel, il est traumatisé par ce qui s'est passé en Irak, en Syrie, en Libye, au nord du Mali et par le Soudan du Sud. Les Tebboune Shengriha n'ont pas compris cela. Ils ont pensé comme dans les années 70. Shengriha et Tebboune, leur logiciel, et c'est mental, c'est arrêté au monde. Allez, dans les années 70, c'était la mode. C'était en vogue de soutenir les peuples opprimés. C'était une nécessité existentielle et même une cause politique pragmatique. C'était même du pragmatisme et vraiment noble de soutenir des pays qui voulaient devenir indépendants, qui voulaient s'émanciper ou soutenir la création de nouveaux États. C'est pas le cas dans le monde d'aujourd'hui. C'est pas du tout le cas. Et ça a été une grossière erreur. Troisième erreur du régime Tebboune, c'est qu'ils n'ont pas anticipé le retour de Donald Trump à la Maison Blanche. Ils ont pensé jusqu'au bout que Joe Biden gagnerait les élections, que Donald Trump ne gagnerait pas. Et en manquant, non seulement ils n'ont pas anticipé le retour de Donald Trump, mais depuis le retour de Donald Trump, ils n'ont pas cru que Donald Trump serait capable d'aller jusqu'à régler définitivement la question du Sahara occidental. Ils ont toujours cru que les Américains ne vont pas s'impliquer dans ce problème. Tebboune et Shengriha, ils ont pensé qu'en donnant du gaz de schiste aux Américains, en leur offrant nos réserves de gaz de schiste, en leur miroitant, en leur ouvrant les portes de la coopération militaire, en leur disant que nous sommes prêts à acheter vos armes, à acheter vos contrats, à vous donner des contrats, qu'on est prêt en s'éloignant, Tebboune et Shengriha, en s'éloignant de la Russie et de la Chine, ils ont pensé que ça suffisait comme gage de confiance à l'égard de Donald Trump, pensant que Donald Trump ne va pas trop favoriser le Maroc au détriment de l'Algérie. Ils ont mal compris que Donald Trump, en réalité, c'est le fruit de son époque, c'est l'enfant de son époque. C'est-à-dire un businessman qui veut la paix, qui veut la fin des conflits, qui veut l'arrêt des hostilités, parce que ça menace le business. Donald Trump veut que tous les foyers de tension dans le monde s'éteignent pour que les autres puissances qui sont ses concurrents, notamment les Chinois, n'en profitent pas pour se positionner et faire du business. Il veut que tous les foyers de tension puissent s'éteindre pour que les Américains puissent imposer un nouveau impérialisme économique. Or, les conflits menacent le business. Le séparatisme menace le business. Surtout avec un conflit comme celui du Sahara occidental qui a duré trop longtemps. Et comme le Maroc a normalisé ses relations avec Israël, il n'a pas tourné le dos à Israël, les Américains, malgré tout ce qui s'est passé depuis 2023, juste après l'accord de paix à Gaza, ils ont tenu leurs promesses, ils veulent maintenant régler le problème du Sahara occidental de façon définitive, pour permettre au Maroc de se concentrer sur son développement, sur son décollage économique et sur comment il peut devenir une puissance émergente, un pays émergent. Avec les trois erreurs, voici les trois grosses erreurs de Tebboune. Ces erreurs ont été commises pourquoi? Parce que, encore une fois, nous n'avons pas au plus haut sommet de l'État algérien l'équivalent de Bouteflika, l'équivalent de l'Amamara, l'équivalent de Zerhouni, l'équivalent de Meddelsi, l'équivalent de Ouyahya, l'équivalent de Général Tawfiq, l'équivalent de Général Attafi, l'équivalent de Khaled Nizar, l'équivalent de Ismaël Amari, etc., etc. C'est-à-dire, je pourrais multiplier les cas. Nous n'avons pas de dirigeants capables d'avoir de l'intuition, capables d'être entourés par des conseillers, des consultants, des experts qui leur fournissent des idées originales, mais surtout des concepts et des données conformes à l'évolution du monde d'aujourd'hui dans lequel ils évoluent. Et ce sont des dirigeants qui se concertent et c'est des dirigeants qui ne sont pas dans la radicalité, qui ne cherchent pas à montrer leurs muscles gratuitement, qui ne cherchent pas la guerre tout le temps, qui ne cherchent pas à régner par la terreur, mais d'abord à régner par le compromis et par le consensus. Tebboune et Shengriha veulent régner par la terreur. Ils ont pu régner par la terreur sur le peuple algérien, mais ils ne peuvent pas régner par la terreur sur tout le Maghreb, ils ne peuvent pas régner par la terreur sur tout l'ensemble du monde arabe, ni sur l'ensemble du continent africain. Et ça, malheureusement, s'il y avait l'équivalent d'un général Tawfiq, ou d'un Attafi, l'ancien patron de service de l'enseignement extérieur, ou d'un Khaled Nizar, s'il était encore en vie, ou d'un Ismaël Ammari, ou d'un Bouteflika, ou d'un Ouyahya, ces gens-là ces dirigeants-là ont la capacité intellectuelle de comprendre, de s'adapter à leur époque et d'utiliser les bonnes méthodes pour atteindre leur objectif. La brutalité, la violence
la stratégie du bras de fer et de la tension permanente ne fonctionne pas. C'est ce qui nous a conduit aujourd'hui à la catastrophe que nous risquons de subir ou que risque le régime de Tebboune de subir. Ce n'est pas la défaite de l'Algérie, encore une fois. C'est la défaite de Tebboune et de Chengueler. S'il y avait Bouteflika au pouvoir, s'il y avait Ouihia au pouvoir, s'il y avait Ahmed Ben Fliss au pouvoir, on n'aurait jamais encaissé une telle défaite, on aurait anticipé la menace, on aurait pu s'adapter autrement aux mutations du monde moderne, on aurait pu s'adapter autrement aux mutations de l'ordre géopolitique mondial. Mais malheureusement, avec la brutalité, avec la violence, avec l'aveuglement, avec le fanatisme, avec encore une fois, quand des dirigeants prennent leur certitude pour des vérités absolues, ils refusent de discuter ces vérités absolues, ils veulent imposer leur vérité absolue au nom de l'intérêt général, et pensant que sans eux, le pays va s'effondrer, et bien malheureusement, c'est le tout contraire qui va se produire parce que leur système est en train de s'effondrer. Et encore une fois, ce n'est pas la défaite de l'Algérie, c'est leur défaite.